Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans notre nouveau numéro d'Au-delà des mots, l'émission consacrée aux interviews. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Jean-Luc Veil. Alors Jean-Luc a plusieurs cordes à son arc et puis nous aurons le plaisir de partager tout cela avec vous. Voilà, salut Jean-Luc, comment vas-tu ? Salut Jeff, je vais bien, je te remercie de me faire participer à ton émission dont j'entends parler sans arrêt et de plus en plus. Et je salue bien sûr toutes et tous. Merci. Alors comme je disais il y a à peine 2 secondes, tu as tellement de cordes à ton arc que finalement on ne sait pas sur quoi t'interroger. Donc je pense qu'on va dérouler un petit peu le fil de ta vie et voir avec toi ton parcours, quoi. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour mieux te connaître. Ok, il n'y a pas de problème pour moi. Moi, je ne sais pas trop me raconter, mais en revanche, pour répondre à des questions, je sais faire. Donc, ça me va très bien. D'accord, c'est impeccable. Alors on va le faire comme ça. Alors, notamment, tu es médium, et donc j'aurais voulu savoir quel a été ce cheminement, comment tu es arrivé justement à la médiumnité. Parce que c'est très long et pas compliqué du tout. Moi, je me sens différent depuis que je suis tout petit. Mon souvenir le plus ancien remonte à l'âge de 3 ans, où je me sens très très hypersensible, hyper émotif, à pleurer pour tout et n'importe quoi. Et bien entendu, avec des adultes autour de moi, essayant de me consoler comme ils pouvaient, mais bien sûr, ils tapaient chaque fois à côté de la plaque. À l'âge, ne faites pas attention au téléphone, hélas. À l'âge de 29 ans, je travaillais en poste en Afrique, au Kenya exactement, et j'ai eu un accident de voiture assez terrible. On aurait dû être plusieurs morts, et puis finalement, personne n'est mort, sauf moi, qui ai fait à peu près, j'estime le temps approximatif à 20 minutes. 20 minutes de coma, salle obscure, apesanteur, tunnel, lumière, retour dans mon corps, désagréable du reste. Et puis en 2007, longtemps donc plus tard, j'ai perdu une de mes filles dans un accident de voiture. Oui. Et ça, c'était le 12 mai 2007. Et le 1er juin 2008, je me retrouve dans une association, La Rochelle, Marilyn Grolot, à côté d'une médium dont je faisais la connaissance pour la première fois et qui porte le nom du reste de Josiane Vincent. D'accord. Et je me mets, pourquoi, je ne sais pas, comment, je ne le sais toujours pas, à lui faire une médiumnité. Moi, qui ne suis pas médium, je fais une médiumnité à la médium. Ça m'a énervé et depuis, ça n'arrête plus. Voilà, mais tu as commencé donc par faire une NDE alors que tu étais en Afrique, en fait, c'est ça alors. J'ai commencé par faire une NDE à l'âge de 29 ans, j'en ai 56 aujourd'hui. Oui, j'étais en Afrique à ce moment-là, mais à l'âge de 19 jours, j'en avais déjà fait une, j'étais nourrisson, oui. Et j'en garde quelques bribes de mémoire. Ah, il y a quand même, à cet âge-là, on peut quand même garder des... Je garde quelques bribes de mémoire, mais par contre, je n'en parle que très très peu. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si c'est ma vraie mémoire ou si c'est une mémoire auto-suggérée à force d'avoir écouté dans mon enfance tout ce que les adultes m'ont dit. D'accord. C'est pour ça que celle-ci, je préfère ne pas en parler. Pourtant, je reconnais c'était une toxicose très très sévère. J'avais 19 jours, déshydratation totale. Mes parents m'ont apporté à la mission de Sassandra, dans les environs d'Abidjan. Je suis né là-bas en Côte d'Ivoire. Oui. Et j'étais un peu plus mort que vivant, visiblement. C'est mon père, pendant une bonne partie du trajet, qui me portait dans ses bras. C'était pas de l'autoroute, c'était de l'atoll ondulé. Ouais, et arrivé à la mission de Sassandra, il m'a tendu au bras de ma mère et ma mère m'a tendu au bras de la mère supérieure. Et je revois vaguement son visage et j'entends surtout très précisément sa voix éraillée qui dit « Il n'y a plus que la prière pour le sauver. Seule la prière pourra faire quelque chose. » Ça, je l'entends encore. Et ça, c'est pas un son auto-suggéré. C'est marrant quand même qu'un bébé, quoi, en fait, puisse se rappeler ce genre de phrases quand même. Ben oui, alors que moi j'en ai reparlé à mes parents, c'était l'année dernière, j'en ai reparlé à mes parents, mais précisément de cette phrase, et mon père m'a regardé très très interloqué, il me dit oui, c'est exactement ça, alors que ce détail-là, il me l'avait jamais dit,
et pour cause, ils ne s'en souvenaient plus eux-mêmes. Bah oui, ils sont passés à autre chose, quoi. Puis la vie a continué. Hein. Oui. Voilà. Et donc, est-ce que tu gardes des souvenirs de ta deuxième NDE quand tu as eu l'accident? Oui, bien sûr. Je garde d'abord le souvenir de l'accident, une décomposition interminable. Chaque fraction de seconde dure des temps interminables. On peut tout décomposer, alors que l'accident lui-même ne dure même pas une seconde. Oui. Et puis, je me retrouve dans le noir à ne pas penser et je ne comprends pas. Et au fur et à mesure que je ne comprends pas, je me rends compte que je ne comprends pas. Je deviens conscient c'est très bizarre. Je deviens conscient de ma problématique de ne pas comprendre. Moi, je suis un technicien à cette époque-là, je suis un technicien avion d'escale, donc un technicien, on me dit, d'assez haut niveau. Et la non-compréhension, ça fait pas partie de ma vie. Il faut que je comprenne. Donc, je me pose sempiternellement cette question et je comprends que je ne comprends pas, que je suis non plus dans le noir, mais dans une absence de lumière, c'est tout. Mais c'est pas le noir, c'est l'absence de lumière. Que je suis en état d'apesanteur. Et au fur et à mesure que je m'aperçois que je me mets à comprendre ce genre de détails, je me mets à bouger. Une sorte d'avancée, et plus je me mets à penser, plus je me rends compte que je me mets à bouger, et plus la vitesse s'accélère. Et c'est cette vitesse qui devient impressionnante et qui donne la notion, la notion apparente visuellement de tunnel. En fait, je crois que ça n'est pas du tout un tunnel, c'est simplement cette vitesse qui devient de plus en plus exponentielle qui donne l'impression qu'on est dans un tunnel, tellement ça va vite. Ah oui, ça fait... Or, oui. La notion de vitesse, moi, à cette époque-là, j'y suis particulièrement habitué puisque j'accompagne des équipages en vol, je vole à plus de 900 km/h, etc., etc. Donc, c'est pas un problème pour moi, la vitesse. C'est même pas une forme d'appréhension, j'en ai l'habitude. Mais celle-ci, elle me fait terriblement peur. Et je me mets à tendre un bras de chaque côté pour essayer de m'accrocher à quelque chose, pour essayer de me freiner. C'est cette vitesse qui me faisait peur. Oui. Et je m'aperçois que plus je tends les bras et plus mes bras deviennent de plus en plus longs et ne rencontrent rien. Jusqu'à temps que je m'arrête, je vois la lumière au bout, mais c'est un tout petit point encore, c'est minuscule, mais il y a une lumière au bout. Ou en tout cas, ça ressemble à une lumière sous la forme d'un petit point minuscule. Je m'arrête parce qu'on m'a arrêté. On m'a arrêté et on me dit non, c'est terminé, tu retournes. Ah d'accord, tu n'es même pas arrivé au bout de la lumière quand on t'a déjà dit retourne d'où tu viens. Je ne suis pas parvenu jusqu'à la lumière. Pourtant, à partir du moment où je me suis retrouvé en état d'apesanteur, j'appelle ça la salle noire. À partir du moment où je me suis retrouvé dans la salle noire, d'un seul coup, j'ai commencé à me sentir bien. Pas de douleur, pas de notion de manque de respiration, pas de notion inconfortable en rien. Au contraire, j'étais hyper bien, hyper confortable. D'accord. Alors que j'étais toujours dans la salle noire. Ok. Et donc, est-ce que le fait de faire cette NDE, est-ce que ça a surdéveloppé je dis surdéveloppé parce que je sais que tu avais déjà des dons de médium étant petit. Donc, je voulais savoir si ça a accentué les dons que tu pouvais avoir avant. Non, étant petit, je n'avais pas des dons de médium. J'avais une perception un petit peu surdéveloppée par rapport à beaucoup d'autres, mais je ne m'en rendais pas compte, pensant que tout le monde était comme moi, que c'était normal, puisque je n'en parlais pas et que personne ne m'en parlait. Pour moi, l'affaire était entendue. Mais médium, non, je n'avais pas de contact avec l'invisible. Mais c'est vrai que à partir de cet accident de voiture en Afrique à 29 ans, c'était en 1987. À partir de ce moment-là, d'un seul coup, je me suis mis à oser m'intéresser à l'astrologie, à oser m'intéresser à la numérologie, alors que c'était des sujets qui m'avaient toujours énormément tenté, mais sans pour autant passer le pas. C'est comme si c'était un petit peu tabou, je n'osais pas passer le pas. Et puis là, d'un seul coup, pour moi, c'était l'évidence. Je rentrais là-dedans et je me suis aperçu que en l'espace de quelques heures, j'étais tout à fait capable d'apprendre avec une facilité déconcertante à refaire une roue du zodiaque, à avoir la compréhension de chaque chose, de commencer mon b.a.-ba en numérologie. J'ai continué l'astrologie comme ça pendant 3 ans.
puis comme je suis pas très patient, j'ai laissé tomber l'astrologie. En même temps, je faisais la numérologie et elle me parlait beaucoup. Je suis devenu donc numérologue et voyant. D'accord. Et pas médium? Si, médium aussi quand même. Non, non, médium, je suis devenu médium seulement le 1er juin 2008 avec cette médiumnité première que j'ai fait de façon déconcertante avec à Josiane Vincent. C'était le 1er juin 2008 à La Rochelle. Ouais, j'ai eu l'occasion de la voir à une conférence sur Brest il y a quelques années, là, dans une autre association en fait. Oui. Oui, oui, qui était menée par Marie-Laure, que tu as connue aussi d'ailleurs. Hein. Oh, Marie-Laure Lisée. Oui, voilà, oui. Oui, 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 que j'ai connu, que nous avons fait venir dans notre association 2 fois, que nous avons apprécié. Oui, oui. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire donc après cette NDE, tu es resté donc sans évolution spirituelle pendant un petit moment ou... Non, ça a été non sans aucune évolution spirituelle pendant un petit moment, mis à part que j'ai travaillé ma numérologie, qui était pour moi une attitude salvatrice. Pourquoi? Parce qu'à partir du jour où j'ai fait ma NDE, j'ai commencé à sombrer dans une dépression de plus en plus profonde et qui a duré 6 ans. Waouh, ça fait long, hein? Oui, c'est très long. Et quand je dis dépression profonde, je mesure et je pèse très fort mes mots parce que c'était vraiment ça. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Le monde autour de moi n'était plus mon monde. Il n'y avait plus rien qui rentrait en résonance avec moi. Mm-hmm. Je ne comprenais plus rien. J'étais devenu plutôt, comme on est tous quand on fait une très très forte dépression, on devient autodestructeur. Oui. J'étais devenu autodestructeur. J'avais plein de comportements qui ne me ressemblaient pas. Des jalousies maladives, le côté envieux, le côté vengeur, mais sans pour autant passer à l'acte. Et puis je détruisais tout ce qui m'entourait, et puis tous ceux qui m'entouraient de par mon comportement, jusqu'à un moment où je me suis sifflé une bouteille de whisky pour me donner du courage, et j'ai pris un couteau pour aller me flinguer, quoi, tout simplement. C'est ma femme qui m'en a empêché. Oui. Et puis 2-3 ans plus tard, là j'ai été affecté, j'avais changé, j'étais plus affecté en Afrique, j'étais affecté sur l'aéroport de Marignane, et j'ai croisé le chemin d'une naturopathe qui, en un claquement de doigts, en une seule séance, moins d'1 heure, m'a fait sortir de ma dépression profonde. Comment elle a fait? Je ne le sais toujours pas. Je sais seulement que j'arrive à faire la même chose avec d'autres. Et à partir du moment où elle m'en a sorti, tous mes souvenirs de N2 ont commencé à affluer. D'accord, elle a réveillé quelque chose. Ça a été une avalanche. Elle a réveillé quelque chose en toi, en fait. Oui, elle a réveillé elle a retiré les blocages, mes blocages. Ben oui, mais apparemment, elle t'a ouvert à autre chose. Hein. Ah, complètement. Parce que il y a forcément il y a le déblocage et en même temps elle a permis de faire jaillir de toi quelque chose qui sommeillait en fait. Ah, mais ça a été la plus belle des bénédictions de ma vie. D'un seul coup je suis né. Ça a été difficile et parfois douloureux. Moi, un homme, je suis passé par un accouchement. On peut dire la chose comme ça. Ouais, je suis véritablement passé par un accouchement. J'ai accouché de moi-même pour faire jaillir un petit peu mon soleil intérieur. Mm-hmm. Mais apparemment, il rayonne bien maintenant. Eh bien, je ne sais pas, les autres me le disent, mais moi, je ne le vois pas. Bah oui, on peut pas voir et puis être et voir en même temps. Hein. C'est pas facile. Sinon, après, on a vite fait de rentrer dans l'ego, puis et c'est pas forcément bon. Donc, l'ego est très très utile et il faut le conserver très très précieusement en ce sens qu'il nous aide à nous protéger. C'est un moyen de défense. Mais attention, l'ego, il faut conserver une partie de son propre ego, mais il ne faut surtout pas le cultiver. Voilà. Oui. Faut pas faire cette connerie. Alors, on a passé la NDE, tu as fait la dépression, de là tu rencontres donc une naturopathe, et donc après qu'est-ce qui est arrivé? Tu vas c'est là que tu rencontres Marilyn Grelot alors?
Non, non, pas du tout. Je rencontre cette naturopathe qui me sort de moi et là, à partir de là, je suis en train de vivre, on va dire, durant à peu près 2 ans, je suis en train de vivre un film de science-fiction à la hauteur des plus grands films de contre-espionnage, à savoir, mais c'est de la démence, à savoir que je prenais un livre de phytothérapie, de massage, d'homéopathie corsacovienne, d'aromathérapie, de tout ce qui pouvait me tomber sous la main, quoi. Et Oui. en l'espace de 1 heure à 3 heures maximum, 3 heures de temps, même des livres de 300-400 pages, je les avais lus, détail pour détail, et ils étaient mémorisés. Je n'ai jamais compris ce qui m'arrivait. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. En même temps, je me suis mis à l'invite de ma naturopathe. Je me suis mis à faire du massage. Là, c'était dès la deuxième séance. Elle a beaucoup, beaucoup insisté, très lourdement. Du reste, j'en avais même l'envie de la gifler tellement elle insistait lourdement. Oui, mais moi, je l'ai subi comme une violence et elle, avec son petit rire, ça l'amusait beaucoup. Elle avait un petit rire cristallin. Elle était gentille, adorable. Elle est devenue une amie depuis. Oui. Et elle m'a poussé dès la deuxième séance. Faites du massage, faites du massage, faites du massage. Et comment je dois faire? Vous le verrez bien. Et vous massez à l'huile. Et c'est quoi que je choisis comme huile? Vous avez de l'autre côté de la place, il y a une boutique, vous achetez une bouteille d'huile. Ah bon? Et je fais comment pour la choisir? Vous le verrez bien. Et tout a été comme ça. En fait, c'était une sorte de guide, mais elle te laissait faire quelque part, tes propres choix, tes propres expériences, tout en restant derrière pour te surveiller quand même, quoi. Oui, elle est restée, mais très, très peu de temps. Elle est restée très peu de temps derrière moi. Elle était guide, pas n'importe quoi comme guide, hein. C'était vraiment du très haut niveau. Mhm. Elle a été guide, elle m'a mis sur une direction. De temps en temps, elle m'a réexpliqué 2, 3 trucs, et puis je me suis dirigé tout seul. Dès l'instant qu'elle a commencé à me lâcher, j'ai fait la connaissance de Jacques Salomé, Oui. dans un mini-stage, d'abord par ses livres, ensuite dans un mini-stage de formation sur l'enfant intérieur. Et puis en même temps, j'ai fait la connaissance tout à fait fortuite, hein, tu sais ce que c'est que la synchronicité, Tout à fait. de l'ami d'une de nos amies lors de l'anniversaire d'une gamine, etc., etc., qui faisait du yoga. Et puis en discutant, je dis moi ce que j'aimerais bien, c'est pas apprendre le yoga, mais apprendre le shiatsu. Elle me regarde avec des yeux ronds comme des soucoupes. Et elle me dit, mais je suis enseignante en shiatsu aussi, j'ai tout un doctorat en shiatsu, etc., etc. Je dis, ça vous tente de me donner des cours, mais je vous préviens, moi, c'est du cours particulier. Le cours en salle, j'en veux pas. Parce que j'ai une tête de bois, c'est comme ça. Et elle me dit, oui, il faut juste trouver un partenaire pour que tu puisses enseigner le shiatsu, pour que je puisse t'enseigner le shiatsu et que vous fassiez vos exercices mutuels de cette façon. Et puis oui, je suis d'accord. Bon, ça m'a coûté quand même à l'époque un bras parce que je n'avais pas trop l'argent, mais c'est pas grave. Je me suis débrouillé. J'ai essayé des planches en supplément, comme on dit. Voilà. Puis j'ai payé mon enseignement. Mais c'est bien. Au moins, tu vas au bout de ce que t'as envie, quoi, de tes rêves quelque part, hein. J'ai toujours fait comme ça. Et quand j'ai pris ces cours de shiatsu en commençant, Lucina, je ne dirais que ce nom-là, Lucina m'a bien dit, je te prends pour un programme de 18 mois. Toi, il te faut un programme de 18 mois parce qu'il faut pousser les choses. Bon, d'accord, elle avait dû sentir qui était le personnage, j'imagine. Mhm. Et au bout de 5 mois d'enseignement, je suis rentré dans une colère terrible. Je lui en ai énormément voulu. Maintenant, je lui en veux pas depuis bien longtemps, bien sûr. Je lui en ai énormément voulu parce que, au bout de 5 mois, elle me dit, voilà, Jean-Luc, on a fait tout le programme et je ne peux plus rien t'apprendre. Donc tu avais appris, disons que là ça avait mis plus longtemps que pour lire un livre, on va dire, mais tu étais quand même dans la rapidité, dans l'assimilation rapide. Oui, je comprenais tout. Au bout de mes doigts, j'avais tout ce qu'il fallait. S'il y avait une vertèbre à redresser, j'approchais simplement mes pouces et des fois, sans même toucher le corps de la personne, j'entendais clac, la vertèbre s'était remise toute seule et j'avais pas touché la personne. Il y a des tas de trucs comme ça que j'ai pas compris.
Mais il y a un truc qui est marrant parce que quand tu parles d'absorption rapide, donc d'information, ça me fait penser un petit peu à Jean Morzel quand il raconte sa NDE et il parle justement de savoir tout, il sait tout. Oui, alors. Ça me fait penser à ça un petit peu. Mais j'ai vécu cette expérience aussi, mais pas lors de ma NDE. Ça devient là, ton interview va devenir anachronique. C'est pas grave. Oui, parce que je suis un personnage un peu bizarre. Oui, j'ai vécu une décorporation tout à fait particulière. Toujours à l'époque où j'étais technicien avion, là à ce moment-là j'étais en poste à Istanbul, et oui j'ai été un pigeon voyageur. J'étais en poste à Istanbul et un soir pendant que j'étais en train de prier mon ange gardien, comme je faisais à cette époque tous les soirs, je me suis senti soulevé, j'étais assis en tailleur sur mon lit, je me suis senti soulevé du lit et bercé dans des bras. Wow. C'est quelque chose. J'ai du mal à en parler, voilà. Ben vas-y, prends avec tes mots. Pourtant, je me suis préparé à cette interview. Je savais que j'allais passer par des trucs comme ça. Voilà, je me suis senti élevé, bercé dans ses bras à mon ange gardien. C'était quelque chose de fabuleux. Même les bras d'une mère la plus aimante, c'est rien du tout à côté. La notion de temps, d'espace, de toute notion autre que ses bras, ça n'existe plus. D'un seul coup, il y a tout qui disparaît. Une autre de mes décorporations a été que ça c'était à l'état de sommeil. Celle-ci, elle a été à l'état de sommeil. Oui. Ça a été que on est venu me chercher. On m'a pris par la main. Je ne vois pas la main qui me prend. On me prend par la main et on m'emmène. Et je me barre comme ça en balade. Petite promenade de santé à travers le cosmos. Je suis dans l'espace qu'on appelle l'espace intersidéral, l'espace cosmique, oui, comique aussi du reste. Bah oui, ça fait des années. Et on m'amène directement devant deux planètes, l'une passant devant l'autre, en sens inverse l'une de l'autre. Les planètes sont de couleur orangée, le cosmos, l'espace intersidéral n'est pas noir, pas vraiment, mais c'est un bleu de Prusse extrêmement sombre. Et c'est un grand silence. C'est un silence, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pourtant, le fait que ces deux planètes passent l'une devant l'autre provoque une musique, même si c'est le silence. Ça fait une musique, c'est une musique d'une très très grande mélodie. Et je me mets à entendre la musique avec mes yeux. Tous les sens étaient inversés. Je regardais avec mes oreilles. Je respirais de la lumière. C'était de la folie douce. Oui. Je comprenais pas. Et à un moment, je me pose la question, mais attends Jean-Luc, tu es dans l'espace intersidéral. L'espace intersidéral, c'est 0 degré Kelvin. 0 degré Kelvin, c'est moins 273 degrés Celsius. Mais comment c'est possible? Ah ben oui. Ah, c'est pour ça que pour faire un mauvais jeu de mots, c'est peut-être pour ça que tu pensais que tu étais givré. Ben peut-être. C'est juste pour le jeu de mots. Hein. Par chance, le jeu de mots n'est pas glacial. Oui, c'était ça. C'était la notion de vitesse. Mais comment t'as fait de partir de ton plumard pour arriver à cet endroit en quelques secondes comme ça? Mais c'est pas possible. Et il y a j'essayais de faire des rapprochements à tout ce que je connaissais. Mais oui. Ça n'était pas possible. Une autre de mes décorporations, là, j'étais à l'état de semi-veille. J'étais pas endormi, mais j'étais bien allongé sur mon lit. On est venu me chercher, on m'a pris encore une fois par la main, et là, je vois la main, je vois l'avant-bras, que je ne vais pas vous décrire parce que c'est vraiment particulier, ça n'est pas humain, mais c'est tellement amical, c'est tellement doux. Et on m'amène devant un faisceau vertical, un faisceau de lumière. Je suis dans l'espace cosmique encore, bleu de Prusse environnant. Je suis là devant, on m'amène devant cette ligne verticale lumineuse. Et plus je m'en rapproche, plus je vois le faisceau qui devient immense. Et puis j'arrive pas au contact de ce faisceau, mais à distance respectable. Pourtant, ce faisceau, tu tournes le regard à gauche, tu tournes le regard à droite, il est présent partout tellement il est immense. Et la voix
qui appartenait à la main qui est venue me chercher me dit « Tu rêvais de la connaître, maintenant tu es devant ». Et il s'agissait de la colonne de lumière du monde. Et c'est quoi ouais, parce que je connais pas du tout, hein. Ça me parle pas. Et ben, mais la colonne de lumière du monde, j'avais toujours entendu parler de ça dans mes croyances à moi, comme la colonne de lumière de toute vie, de toute connaissance, de toute science, de tout. De tout, voilà, c'était ma façon à moi de l'envisager. Et effectivement, quand je suis arrivé à son contact, et ben moi qui avais 1 milliard de questions à la seconde, j'en avais plus du tout. Parce que toutes mes questions n'avaient plus aucune raison d'exister. J'avais la connaissance de tout. J'étais tout et tout était en moi. Plus aucune raison de poser les questions. Et puis on m'a ramené, j'ai réintégré mon corps et je me souviens aujourd'hui que j'avais la connaissance de tout, mais je sais pas de quoi. Et ça, c'est frustrant. C'est marrant, hein. En fait, il y a quand même pas mal à chaque fois de similitudes avec. Quand on compare chaque expérience, il y a une personne qui va avoir des concordances avec d'autres personnes, quoi. C'est quand même. Il y a beaucoup de similitudes en fait, hein, dans les expériences. Hein. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Quand on met quand on essaye de rassembler toutes mes expériences, alors mes expériences NDE, vision, flash. Des corporations, etc., etc. Quand on met tout ça ensemble, sans le mêler, on s'aperçoit quelque part, et moi je ne sais pas quoi dire là-dessus, on s'aperçoit quelque part que ça représente plusieurs NDE. Ben oui, mais en même temps, quand on fait justement la comparaison de ces expériences et du vécu dans l'expérience, on s'aperçoit aussi que finalement, on n'est pas cinglé, hein, tout simplement, quoi. Mais non, au départ, moi, bon, quand ma NDE, quand j'ai fait ma NDE, et puis ensuite je suis tombé en dépression profonde, puis mes souvenirs sont revenus, j'en parlais pas de ça, j'en parlais à personne, je n'en ai jamais parlé à personne, pas même à ma femme, qui pourtant, ma femme, elle est médium et voyante depuis toute petite, elle. Même pas je lui en parlais à elle, et puis c'est un jour en regardant le film Ghost, tout simplement, c'est le film qui se rapporte avant la fin du film, je me suis levé en sanglotant, mais c'était les sanglots d'un tout petit garçon, et je suis parti de ma chambre pleurer. Ma femme est restée à regarder le film jusqu'au bout avec nos filles, puis elle est venue me rejoindre et elle m'a dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Et en sanglotant je lui dis mais j'ai du mal à en parler. Pouf. En sanglotant, je lui dis tout ce qu'il y a dans ce film, tout est vrai, je le sais, je l'ai vécu. Oui. Il y a juste un détail qui est faux, c'est les ombres noires. Ça, c'est faux. Tout le reste est vrai. Je les vois, les ombres noires. Hein. Il m'est arrivé d'en voir. Oui. Oui, mais pas présentées de cette façon. Ah non, elles longent les murs, ça longe les murs simplement et en biais, en travers. Oui, un peu, oui. Voilà, elles sont légèrement penchées vers l'avant et puis ça s'avance. C'est très fugitif sur les coins de l'œil comme ça. Oui. Mais c'est marrant quand même. On va marquer une première pause musicale et on se retrouve de suite après. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut, c'est Loïc. On se retrouve tous les mardis à 18h pour Guitare et compagnie, l'émission sur la guitare en tout genre et style. Donc à très bientôt sur LTU. Voilà, on se retrouve pour pour la deuxième partie de notre émission consacrée à la vie et aux expériences de Jean-Luc Vell. Alors Jean-Luc, que voulais-je dire? Alors on va parler un petit peu peut-être du moment où tu as rencontré Josiane Vassan et Marilyn Grolot alors. Marilyn Grolot, Josiane Vassan, Marilyn Grolot, ça n'était pas la première fois que je l'ai rencontrée. Parce qu'à la suite de l'accident de notre fille cadette, Frédéric, forcément, comme tout parent qui viennent de perdre un enfant, on a sillonné la France pour trouver des associations, pour trouver des médiums, pour avoir un petit coucou de notre pupus. Comme beaucoup font, ouais. Et oui, bien sûr. Et l'association Sans Limite à La Rochelle, patronnée par cette énorme boule d'amour qui est Marilyn. Oui, on l'avait déjà rencontrée. Elle nous avait déjà fait venir chez elle pour faire un moment de TCI aussi. On avait du reste été très très étonnés, perturbés, surpris, tellement c'était gigantesque.
Et puis un jour, elle me refait venir dans son association, mais comme intervenant. Ayant appris que j'étais aussi numérologue, allez Jean-Luc, ça va être ton tour. Grand week-end de sans limite. Tu fais partie des intervenants. Tu viens donner ta conférence sur la numérologie. Et moi, de répondre, quoi, qu'est-ce que c'est? C'est quoi une conférence? Et voilà, et je suis parti pour faire ma première conférence sur la numérologie sacrée, qui est entièrement tirée de mon bouquin. Et c'est là où je me suis retrouvé assis le samedi, juste avant tout le dimanche de conférence. Je me suis retrouvé assis à table à côté de Josiane Vincent, que je découvrais. Et puis je suis parti en médiumnité, mais les paroles sortaient de ma bouche à peu près avec la même envie qu'une envie de pisser. C'était incontrôlable. Ben c'est ça. Voilà. C'est comme ça en fait qu'on voit si souvent les médiums sont bien connectés ou pas. C'est avec la rapidité de ceux qui peuvent sortir de leur bouche en fait. Hein. Oui, j'ai retrouvé des noms prononcés approximativement parce que c'est difficile pour nous. Mais j'ai réussi à ressortir des noms qui lui étaient bien particuliers à sa vie passée et que je ne pouvais pas soupçonner, bien entendu. Et on devait être autour de cette table, je me rappelle plus, mais 10 ou 12 personnes, quelque chose comme ça, dans un petit resto bien sympa à La Rochelle. Et je voyais autour de moi tout le monde qui se fendait la pipe. Mais alors, c'était les dents dehors, tout le monde rigolait. Et moi, je devenais de plus en plus énervé. Et puis, au bout de 15 minutes, j'ai dit à Josiane, assez colèreusement du reste, et je m'en excuse, mais qu'est-ce que ça me fait chier tout ça? La médium, c'est pas moi, c'est toi. Alors, tu reprends tes billes et qu'on me foute la paix. Ben oui. Ben non, voilà, ça m'avait atteint et terminé. Voilà. Mais cette expérience donc de médiumnité chez Marilyn, c'est arrivé avant le départ de ta fille ou après? Après, cette expérience de médiumnité, je m'en souviendrai toujours, c'était le 1er juin 2008 et l'accident de ma fille a été le 17 mai 2007. Le 12 mai 2007. D'accord. Si tu pouvais... Donc, approximativement un an après. Voilà, on va revenir donc un petit peu en arrière. Nous, on avance un petit peu, on recule, on revient en arrière, on reprend l'avant. C'est pas grave, hein, on s'en fout. On revient en arrière et on va donc raconter un petit peu les circonstances du départ de ta fille. Est-ce que ça a engendré en toi? Si tu Alors, veux bien. qu'est-ce que ça a engendré en moi? Je sais pas. Pour moi, c'est la catastrophe, bien sûr. Au jour d'aujourd'hui, j'ai appris à vivre mieux avec. Oui. Je dis bien vivre mieux, pas parce que je vis pas toujours pas bien. Là, ça a été la catastrophe, ça a été l'anéantissement, ça a été la perte de tout ce que je croyais d'un seul coup, ce à quoi je croyais, et puis en même temps, ça a été une force décuplée que je n'ai pas, que je ne contrôlais pas. Je suis un homme assez déterminé, assez volontaire, avec une certaine ténacité. Sinon, j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait dans ma vie. Là, d'un seul coup, je venais d'apprendre au téléphone, on était à 400 km de chez nous, chez des amis, que notre fille, proche de chez nous, donc à 400 km plus loin, venait de se tuer dans un accident de voiture. On l'a appris par l'employé de mairie qui nous a appelés à 21h. Oui. Et votre fille n'a pas survécu. J'entends encore le cri inhumain de mon épouse qui tombe par terre en se tenant le ventre. Ouh là là. Oui, c'est dur. C'est pas simple. Et puis moi, je sais pas. Je me revois là, tout de suite en t'en parlant. Je me revois repartir dans la salle à manger de mes amis et puis me mettre à tourner en rond. Mais vraiment tourner en rond, faisant un cercle, sempiternel, en tourner en rond, cherchant mon chemin. Grosso modo, c'était ça. Je cherchais mon chemin. Quel chemin, je ne sais pas, hein, je peux pas le dire. Oui. Mais je cherchais mon chemin. Je n'avais plus de chemin. J'étais perdu. Et ça a duré quand même un certain temps, cette ronde infernale, parce que c'est vraiment infernal. Et au bout d'un certain temps, alors que ma femme hurlait toujours, c'était son cri de douleur à elle. Moi, mon cri de douleur à moi, c'était mon téléphone portable. Alors que s'il y a quelqu'un qui n'aime pas le téléphone, c'est moi. Oui. Je supporte pas bien cet instrument de torture là. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
Et je prends mon téléphone portable et avec une méthode, on va dire vraiment glaciale, là, pour le coup c'est vraiment ça, avec une méthode glaciale, j'appelle toutes les personnes dont je sais qu'elles sont comme moi, qu'elles ont la même sensibilité, le même cheminement spirituel que j'avais déjà amorcé, donc, Oui. et pour cause, et j'appelle toutes les personnes dont je sais qu'elles sont comme moi pour amorcer une chaîne de prière à la tibétaine. 49 jours. Wow. 49 jours pour placer ma fille dans la lumière et de l'amorcer immédiatement, et immédiatement, pour moi, ça voulait dire tout de suite. Et mes amis m'ont répondu présent, tous. Oui, bah, c'est un peu normal, hein, je pense. Enfin, ça me paraît même plus que normal, en fait. Moi, je n'étais pas médium à ce moment-là, bien sûr. Je le suis devenu que plus tard. Mais par la suite, j'ai appris que 3 heures plus tard, ma fille était partie dans la lumière. 3 heures après la première prière. 3 heures après l'amorçage de ce cycle de prière. D'accord. Ouais, c'est rapide, hein, quand même. Hein. Ça a été hyper rapide. Mais attention, ma femme est médium et voyante depuis toute petite. Elle a laissé tomber à la suite de l'accident de ma fille. Ça me paraît pas choquant. C'est bien légitime. Ta femme, c'est Chantal, hein, Jean-Luc, hein. Oui, c'est ça. D'accord. Ma fille aînée, elle est voyante et médium aussi, et ma fille cadette, donc Frédéric, celle qui est de l'autre côté, elle avait déjà commencé à tirer les cartes, le tarot des anges, etc., etc. Et elle était performante. Hein. Mm-hmm. Elles ont toujours été élevées depuis qu'elles sont petites dans la réalité de la vie après la vie. C'était nos croyances à nous, on les a éduquées comme ça. Mais c'est bien. Donc pour elles, passer de l'autre côté, ok, ben voilà, je suis de l'autre côté. Pour ça, il fallait impérativement, dès le début, l'informer qu'on n'était pas en colère, qu'on lui en voulait pas, que voilà, il fallait qu'elle comprenne qu'elle était morte. Tout à fait. Il n'y avait pas de retour à ça, que tout de suite, la priorité, c'était de partir dans la lumière. C'était une immédiateté souveraine. D'accord. Voilà, il fallait surtout qu'elle parte tout de suite, sans attendre, sans s'occuper de nous, pour éviter toi, tu es au courant, pour éviter cette période d'errement entre deux mondes, à monter, à descendre, à plus savoir, à être trop attiré par la détresse de nos êtres qui sont restés vivants en bas, etc., etc. Ben oui. Il fallait la propulser, l'aider à se propulser le plus vite possible, là-haut, le plus vite possible. Et effectivement, elle y est arrivée très vite et on a eu des coucous gigantesques, parce que c'est pas parce qu'ils atteignent la lumière qu'ils savent pas revenir nous faire des coucous. Ça c'est clair. Mais on a l'impression qu'en fait, dès qu'ils sont arrivés de l'autre côté, puis qu'ils ont fait le petit bout d'évolution nécessaire, de suite, des fois c'est la minute après, on a de suite des petits signes. Oui, mais c'est immédiat. Ah, c'est un truc de fou. Moi, j'ai ma tante qui est décédée et qui est à peine décédée. Elle est partie faire un signe à mon autre tante. Oui, c'est ça. C'est carrément présenté, c'est tout à quoi. fait ça. C'est extrêmement rapide. C'est en quelques heures. Ah oui, c'est un truc de cinglé, hein. Mais bon, ça marche comme ça et voilà quoi. Sinon donc ta fille est partie et quel genre de signe elle a pu te donner le plus rapidement possible après son départ quoi. Quels sont les signes? Alors les premiers signes ont été écoute, elle est partie le 12 mai, on est rentré à la maison, on était le 13 mai. Oui, c'est ça, le 13 mai. C'est soit le 13 mai, soit le 14 mai, le lendemain ou le surlendemain donc. Non, c'est le lendemain, le 13 mai. Il y avait mes parents à moi, et puis ma femme et moi, on était dans la salle à manger, en bas, et on entend quelque chose tomber sur le plancher, à l'étage au-dessus. Oui. Alors qu'on savait très bien qu'il n'y avait personne au-dessus. Pas même le chien. Là on l'entend, hein. Non, c'est une autre bestiole, là, c'est une chienne. Le chien dont il est question là, il est décédé. Ok. On entend tomber quelque chose sur le plancher avec un bruit très sec, comme si ça tombait de haut, quelque chose de pas très lourd mais qui tombait de haut. Et avec ma mère, je prends une lampe torche, je monte, et puis arrivé à l'étage, je mets la lampe torche à se promener autour de moi en lumière arasante pour voir un petit peu ce qui dépasse du sol et ce qui est tombé au sol. Et je trouve un mini briquet bic orange.
Oui. Alors, un mini bic et bic, ça n'a rien de spirituel, ça. Bah non, ça veut dire que quelqu'un fume, quoi. Sauf que cette couleur orange, à cette époque-là, moi, je n'avais jamais eu de briquet orange. Je prends le briquet orange, je demande à ma mère qui fume une cigarette, peut-être une cigarette tous les 3 mois, tu vois, donc elle n'est pas fumeuse. Je demande à ma mère, est-ce que c'est ton briquet? Non, c'est pas ton briquet. C'est pas ton briquet. Je redescends, je demande à mon père, je demande à ma femme, c'est le briquet de personne. Merde, qu'est-ce qui se passe? Je remonte à nouveau à l'étage et je m'aperçois qu'il est tombé à l'aplomb d'une de mes poches d'une chemise qui était en train de sécher sur l'étendoir. Je ne me souvenais pas avoir jamais mis un briquet dans cette poche-là un jour. Bon, peu importe. Et le surlendemain, l'ami de Frédéric, chez qui elle a passé son dernier week-end, passe à la maison parce qu'il lui fallait nous montrer où se trouvait la casse pour aller voir la voiture de Frédéric, Oui. qui était assez raplapla. Bah, j'imagine. Et en rentrant dans la salle à manger, il y avait ce briquet orange qu'on avait posé dans la salle à manger en attendant de comprendre, quoi. Et elle voit le briquet orange, elle fait « Tiens, c'est mon briquet ». Elle le prend. « Ah oui, il a la rayure ici, là, c'est bien mon briquet. Ben, vous l'avez eu où ?» Et on lui raconte ce qui se passe. Frédéric rendait les affaires à son ami. C'est marrant quand même. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un phénomène de matérialisation, de dématérialisation? Si, c'est ce qu'on appelle un phénomène d'apport. D'accord. Ah, ok, d'accord. C'est le nom, c'est le nom qu'on donne. C'est le nom que je lui connais, moi. D'accord. C'est le nom que je lui connais, moi, un phénomène d'apport. Il y a quelque chose de matérialisé qui arrive. Il nous est arrivé d'avoir beaucoup plus tard un deuxième phénomène d'apport, une rose blanche séchée. On avait refait la cuisine, surbaissé le plafond pour gagner en chauffage, etc., etc. Et quand on surbaisse un plafond, forcément, on déménage tous les meubles, et les meubles qu'on ne peut pas déménager sont protégés. Il n'y a rien qui peut être oublié dessus. Surtout qu'il y a les défauts des plâtres, des peintures, etc. qui tombent, donc on est obligé d'y regarder tout ça. Et on fait finir la cuisine, tout se passe bien, on remet tout en place, et quelques jours plus tard, on devait sortir pour aller, je me rappelle plus où, dans Paris, et ma femme va chercher des petites lingettes sur le haut du frigidaire. Ma femme est de taille relativement petite, oui. Et le frigidaire est assez haut. Donc elle tend le bras, passe la main, comme elle a l'habitude de faire, pour récupérer la boîte à petites lingettes pour nettoyer ses lunettes. Et puis les lingettes, il n'y en avait pas, alors qu'on sait très bien qu'il y en a. Et à la place, elle trouve un morceau de bois. Elle tire sur le morceau de bois, c'était une rose blanche séchée. Une rose, nous, des roses blanches séchées, on en a à la maison. Mais avec une aussi grande queue séchée, on n'en a pas. On n'en a jamais eu, et depuis celle-ci qu'on a découvert, on n'en a jamais eu. D'où elle vient, celle-ci, on ne sait pas. C'est marrant quand même. Hein. On ne le sait pas. Par contre, ce qu'on sait très bien, c'est que Frédéric adorait les roses. C'était sa fleur préférée, à l'unique condition qu'on lui offre une rose et jamais un bouquet. Ensuite, le travail de Frédéric, c'était de faire sécher sa rose, la tête en bas, en la laquant. Oui, je sais que ça se fait, ça. Voilà, c'était le plaisir de Frédéric. Et on a trouvé une rose séchée. D'accord. Il y a un endroit dans notre salle à manger, sur le buffet, là où on a fait son hôtel, si on met des fleurs dans un vase, avec de l'eau, les fleurs sèchent dans l'eau. C'est marrant quand même, hein. Il y a un endroit, ça fait maximum 25 cm sur 25 cm. Il y a un endroit très particulier, les fleurs sèchent dans l'eau. C'est fou. Ça fait longtemps qu'on n'a pas essayé, peut-être que ça ne le fait plus, mais ça l'a fait pendant plusieurs années. Elle tirait les cartes, Frédéric? Frédéric tirait les cartes, oui. C'est marrant, parce que j'ai comme si je voyais un jeu de 32 cartes. C'est à peu près ça, c'est un petit jeu. Voilà, j'ai le jeu 32 cartes pour elle, c'est ce qu'on me montre là, c'est bizarre, quoi. C'était un petit jeu que je lui avais donné, c'était l'un de mes jeux à l'origine, et je le lui avais donné, celui-ci. Ok, d'accord. Voilà. Donc là, tu as des signes. Après, tu vas voir donc Marilyn Grelot. Tu rencontres Josiane Vincent. Et d'où est venue l'idée donc de créer ta propre association?
Eh ben parce que quand on quadrille la France et qu'on est en détresse totale, il arrive un moment où on fatigue, ou un moment où les kilomètres s'affichent de plus en plus fort sur les voitures, et un moment où ça coûte de plus en plus cher, les péages d'autoroute et tout ça. Et puis en même temps, en Seine-et-Marne, on était un petit peu remonté comme des pendules, parce qu'en Seine-et-Marne, il n'y a pas une seule association. Et on s'est dit avec ma femme, bon, alors il n'y a pas une seule association en Seine-et-Marne, et bon, on va en faire venir une, on va la créer. Mais oui. Et on a créé notre association, du reste, à ma connaissance, ah non, maintenant, il y en a d'autres. Il y en a une à Rambouillet, il y en a une peut-être à Fontainebleau, en devenir, n'est-ce pas? Non, maintenant, on doit être 3 ou 4 associations en Seine-et-Marne. Mais à cette époque, on était la seule et unique association. D'accord. Et pourquoi l'IA, alors? Pourquoi ce nom, l'IA? Alors, l'IA, c'est très simple. Frédéric était aussi comédienne de théâtre. Elle était metteur en scène et présidente adjointe de sa troupe de théâtre. Mm-hmm. Elle avait même du reste été repérée par Pierre Arditi à l'époque. Elle se cherchait un nom de scène. Elle avait une fascination pour Jacqueline Maillan, que tout le monde appelait la Maillan, et pour cause. Et elle rêvait de d'arriver à ce niveau-là. C'est vrai qu'elle était très très bonne en tant que comédienne de théâtre. Elle était vraiment éblouissante. Et un jour, à force de se chercher un nom de scène, elle déboule à la maison. Elle vivait plus avec nous à cette époque. Elle avait son appartement d'étudiant. Elle déboule à la maison. Papa, je me suis trouvé mon nom de scène. Je vais m'appeler La Lia. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, tu l'écris comment? L-I-A. Oui, bon, d'accord. Écoute, moi, en tant que numérologue, je rajouterai le H final pour te rajouter la puissance de l'ambition, mais en même temps la carrure pour y arriver. Super. Et elle me fait, ouais, ça me plaît bien. Alors, à partir de maintenant, mon nom de scène, c'est La Grande Lia. Et elle faisait 1m56. Hein. Mais c'est bien, on peut être grand comme le cœur. D'ailleurs, même les petites deviennent grandes comme Edith Piaf, par exemple. Mais bien entendu, ça n'avait rien à voir avec un côté orgueilleux de sa part. Du reste, on en était si loin. Mais voilà, ça lui plaisait, c'était comme ça. Donc, on a trouvé justice et justesse en même temps que d'appeler l'association l'IA. Après, il a fallu trouver un acronyme avec les lettres de l'IA, L-I-A-H, qui correspondent à la personnalité de Frédéric. D'accord. Et on a trouvé liberté, indépendance, amour et humanisme, ce qui correspond vraiment à la personne qui était Frédéric. À ce qu'elle est, on peut dire, même au présent. Oh oui, encore aujourd'hui, c'est vraiment comme ça qu'elle est, oui. Alors, dans ton association, j'imagine que tu reçois du monde, que tu organises des conférences, etc., etc. Si tu peux en parler un petit peu. Alors oui, on organise, à l'heure actuelle, on organise 5 conférences, 5 dimanches sur l'année, partie conférence, partie médiumnité. D'accord, donc tu reçois des médiums et... On reçoit des intervenants et des médiums, voilà, oui. Et quand on est en manque de munitions, c'est rare. Quand on est en manque de munitions, le médium, c'est moi qui prends ce rôle. Ça peut être aussi notre fille aînée qui le fait avec moi ou seule. Mm-hmm. Ça peut nous arriver de prendre la partie conférence, puisque ma fille aînée, je l'ai un petit peu poussée, elle l'a fait et elle est magnifique. Elle a fait une conférence sur sa sœur pour parler de la notion de deuil à l'intérieur d'une fratrie, parce qu'on parle d'enfants, de parents qui ont perdu un enfant, oui. Toutes sortes d'êtres chers, mais les frères et sœurs entre eux, ça c'est un sujet qui est trop peu traité. Et ils le vivent d'une violence, mais c'est fondamental, d'autant plus que non seulement ils ont perdu leur frère ou leur sœur, mais en plus, ils voient les parents qui d'un seul coup sont en train de tomber dans le néant, ne pouvant rien faire. Oui. Ça m'est arrivé aussi, j'ai perdu un frère par suicide, lui, par contre. Ben voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça m'aurait bien aidé. Parce que ça remonte il y a une vingtaine d'années quand même. Et mon frère avait 20 ans.
Donc, oui, voilà, Frédéric avait 24 ans, voilà. Tu vois, c'est compliqué quand même, sur le moment à vivre, hein, quand même. Hein. C'est particulier, c'est particulier. Il n'y a rien pour le décrire. Voilà. Alors, je sais pas si parce qu'il reste que 4-5 minutes, je sais pas si on prévoit plutôt une autre émission pour parler de tes livres, parce que tu as écrit 2 livres, la numérologie pour tous. Donc c'est consacré à la numérologie sacrée. Et j'ai vu qu'il y avait un autre livre que je ne connaissais pas d'ailleurs, l'énigme sur la planète bleue. Oui, on peut souffrir quelques minutes de plus. Allez. Alors, si tu peux nous en parler un petit peu plus, quoi, alors. Alors, le premier livre que j'ai écrit, c'est sur la numérologie. Le titre du livre, c'est Numérologie pour tous, numérologie sacrée. C'est donc de moi. Le nom de l'auteur, c'est bien moi, Jean-Luc Veil. C'est aux éditions ABM Éditions. Oui. On va dire les deux premiers tiers du livre correspondent à la numérologie pour tous. Ce que j'appelle la numérologie pour tous, c'est la numérologie qui permet de faire d'établir un thème complet d'une personne, avec toutes les questions subsidiaires qui puissent s'y référer, c'est-à-dire jusqu'à l'analyse d'un numéro de téléphone, d'une plaque minéralogique, d'une adresse, d'une raison sociale, etc., etc. D'accord. Et le dernier tiers, c'est la numérologie sacrée abordée à ma façon, avec ma façon de voir les choses. C'est-à-dire, on prend des exemples fort simples. La phrase, par exemple, cherche et tu trouveras. On l'analyse, on regarde ce que ça peut donner. Dieu a créé l'homme à son image. Il y a une façon de regarder la chose très très intéressante et ayant un fort rapport avec la sexualité et qui nous fait arriver au nombre christique. Et il y a énormément de choses comme ça et c'est pas pour démontrer les codages de la Bible, etc., mais plus pour faire la démonstration que la notion divine se trouve en toute chose, partout où qu'on porte le regard, il y a la notion divine. Quoi qu'on fasse, il y a la notion divine. Il suffit juste de s'ouvrir. D'accord, mais ça n'a rien à voir avec le nombre d'or, hein, ça. Hein. Ah ben j'en parle aussi. D'accord, j'imaginais bien, mais je sais pas trop. J'en parle aussi forcément, et comme de toute façon tout est un cercle, on entend parler de pi, etc., etc. Voilà, mais je pense qu'on fera quand même une émission pour raconter tout ça en profondeur, parce que là, franchement, on n'aura pas le temps. Non, c'est pas possible de développer ça tout de suite. J'aimerais bien qu'on en parle parce que ça vaut le coup de faire une émission là-dessus. Oui, bien sûr. Et alors, le deuxième livre, Énigme sur la planète bleue. Alors, le deuxième livre, c'est parti d'une question défi de mon éditeur, qui est l'un de mes amis, maintenant. Une fois que je lui ai donné mon manuscrit sur la numérologie, que le livre est sorti, non, il n'était pas encore sorti, il était encore en état de manuscrit. Il me dit, tu vois, Jean-Luc, moi je me suis toujours posé une question. Dans la Bible, dans le livre de la Genèse, il est dit, Dieu a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e. Moi, ma question, c'est combien ça dure un jour ? Et je le regarde avec mon œil goguenard, et je lui dis, ok André, je vais te trouver la réponse. C'est la réponse d'un morveux. C'est rien d'autre que la réponse d'un morveux. Mais et pourtant, j'ai trouvé quelque chose d'assez fabuleux qui a un rapport avec le passage du nuage de Magellan sur notre système solaire, bien sûr. Et puis, à partir de là, nom de Dieu, et les Mayas, et les pyramides, et la date de naissance du Christ, et l'Atlantide, et ci, et ça. Allez, on a rebondi. Mon éditeur m'a mis un autre personnage, une autre personne avec moi. J'ai pas trop eu le choix. Cette autre personne s'appelle Jean-Luc comme moi, d'où le pseudonyme de ce livre, Jean-Luc Twice. D'accord. Voilà, et le titre du livre, c'est Énigme, au pluriel, sur la planète bleue. Voilà, comme quoi je me suis bien renseigné quand même. Hein. Et j'en ai un autre, j'ai la flemme de m'en occuper, qui est déjà terminé. C'est Légende et immortalité. C'est une façon de revisiter les mythologies, etc., à ma façon à moi, en faisant parler tels que des humains les dieux.
Voilà. Maintenant, tu fais aussi là, on va parler encore rapidement, parce que c'est pareil, Oui. on fera une émission complète là-dessus. Hein. Sur donc tu consultes en tant que numérologue aussi, voyant et médium alors. En tant que voyant, en tant que médium, en tant que numérologue et en tant que aussi pour faire des soins, massage énergétique, etc., etc. Oui. D'accord. Et tu te proposes également pour aller faire des conférences médiumniques ici et là. Oui, en fonction de mon temps disponible, parce que je ne suis Bien pas sûr. encore retraité, mais oui, je le propose et je l'ai déjà fait un certain nombre de fois. D'accord. Ben oui. Mais normalement, on avait prévu que tu viennes à Brest, mais ça va se faire quand même parce que je vais remettre l'association dans les mains de quelqu'un de sérieux et qui va prendre vraiment la suite. Hein. Ben, il n'y a Donc, pas de problème. Mais voilà. seras-tu présent le jour où je la ferai? Eh ben, on ira peut-être ensemble, on va savoir. Bah oui, parce qu'au final, on habitera pas loin l'un de l'autre parce que moi, je serai sur Fontainebleau. Ben, d'après ce que je viens d'apprendre, il semblerait. Bah, je crois, oui. Mais j'ai hâte en même temps. J'ai hâte. Je sais que ma vie va prendre un nouveau tournant et puis voilà. Mais il y aura toujours la radio et puis voilà quoi. Et va savoir peut-être une nouvelle association qui portera le même nom hein, de toute façon, mais qui va juste déménager si on peut dire. Et tu as déjà trouvé un point de chute? Pas encore. Je suis en train de chercher une petite maison là-bas pour faire mes consultations de voyance aussi parce que c'est mon travail. Hein. Voilà. Curieusement, j'ai une notion qui me vient tout de suite. Je ne sais pas si c'est la bonne, tu verras. Essaye de commencer tes recherches par une petite ville à proximité de Fontainebleau et qui s'appelle Avon. D'accord. J'ai pas mal de monde à côté de Avon justement je sais plus comment il s'appelle. C'est un petit village à côté d'Avon. Écuelle. Voilà, d'accord, ok. Eh ben, tu vois, ça résonne avec ce que j'étais en train de recevoir là. Voilà, c'est pour ceux qui sont bien dans leur assiette, ils vont à Écuelle. Oui, bien sûr. Voilà, Jean-Luc, je vais te laisser pour aujourd'hui. Non pas sans te remercier d'être passé nous voir et puis parce que c'est vraiment sympathique et puis on a encore d'autres émissions à faire ensemble parce que il y a beaucoup de choses à creuser comme on dit. Eh ben, mais c'est sans aucun souci. Je vais te confesser un petit détail. Avant toi, 3 autres personnes m'ont fait des demandes pour des émissions radio. Oui. Je n'ai jamais réussi à dire oui, tout simplement parce que leurs émissions radio me déplaisaient. Je ne vais pas nommer les personnes ni les émissions radio, peu importe. Me déplaisaient, etc. Tu es le seul et unique avec qui je me sens bien pour ça. Mais c'est gentil. Je le dis, c'est tout. C'est gentil. C'est peut-être le côté spirituel aussi, je sais pas. Je ne sais pas. C'est comme ça. On va dire que c'est comme ça et puis voilà, on se pose pas de questions. Je sais même pas si c'est le côté spirituel. Je sais que j'ai compris et je sais parce qu'on se croise depuis déjà quand même quelque temps, que tu es quelqu'un qui te prend pas la tête avec la vie ni avec tes facultés. Et moi, je suis pareil. On a tous les deux un bon sens de l'humour. On en a assez bavé. Oui, alors, je crois. Oui. Voilà. Ouais. En tout cas, je te remercie. Tu me donnes de l'émotion là. Je dis les choses exactement comme je les pense. Moi, je prends toujours à la rigolade. Quand je suis ému, je ris pour cacher. Mais voilà. Mais c'est une manière de faire aussi, quoi. C'est une façon que j'ai d'être, de dire exactement ce que je pense. Ça plaît ou ça déplaît. Si ça plaît, tant mieux. Si ça déplaît, des fois ça fait mal. Mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, c'est bien. Tant mieux pour moi, on va dire. Voilà. Je t'embrasse, Jean-Luc, et puis j'espère te revoir bientôt dans notre émission. Voilà, parce que pour moi c'est pas fini, ça commence. Ouh là là, mon Dieu, j'ai peur. Ok, c'est moi qui te remercie de m'avoir fait participer à ça, parce que pour moi c'est une grande première. Et c'est pas la dernière, je pense. Bon. Voilà, le rendez-vous est pris, je crois. Eh bien, écoute, dans tout ce que j'enseigne, j'apprends à remplacer les pourquoi. J'apprends aux gens à essayer de remplacer leurs pourquoi par des pourquoi pas. Alors, je vais me l'appliquer à moi, pourquoi pas. Voilà, je te remercie. Voilà, je souhaite une bonne fin de soirée à nos auditeurs. Et je vous remercie de nous avoir écoutés. Et je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas les podcasts et les rediffusions. Voilà, je vous souhaite une douce et agréable nuit, sans oublier de vous dire que je vous aime. Voilà, à bientôt. Et je vous dis au revoir à toutes et tous, et je vous fais un gros bisou parce que je suis un peu père la bise. Au revoir. Salut Jean-Luc.